La compréhension théorique des règles de l'univers dans lequel nous vivons, bien qu'incomplète, a atteint un niveau sans précédent au cours des dernières décennies. De la quantique régissant l'infiniment petit à la relativité générale gouvernant l'infiniment grand, notre expertise s'est affinée. Au sein de cet ensemble de théories synthétisant notre savoir global, se cache un certain nombre de constantes ou de réglages. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux paramètres de l'univers. On va donc s'intéresser à l'intégralité du paysage théorique fondamental, mais surtout à ses différents paramètres, c'est-à-dire aux différentes constantes physiques que l'on y trouve. Vous pouvez penser par exemple à la vitesse de la lumière, à la constante de la gravitation ou à la constante de Planck. On verra ensemble qu'il en existe un certain nombre et qu'il y a des subtilités sur ce qu'il faut compter ou ne pas compter. Le compte correct donne ce qu'on appelle les degrés de liberté d'une théorie, c'est-à-dire l'ensemble des réglages contingents qui ne peuvent être déduits mais qui sont simplement constatés, les valeurs que la réalité nous impose. Et pour cela, il nous faut commencer par une petite cartographie de la physique la plus consensuellement établie de nos jours pour décrire l'univers dans lequel on vit. Notre paysage théorique actuel se divise en deux grands secteurs. D'un côté, la microphysique qui décrit l'infiniment petit, et de l'autre, la macrophysique qui décrit l'infiniment grand. La microphysique, autrement dit la physique des particules, aujourd'hui décrite principalement par le modèle standard de la physique quantique, se subdivise en trois sous-secteurs. Le secteur de jauge, c'est-à-dire des forces ou des interactions, le secteur de Higgs, qui décrit le mécanisme de masse, et le secteur de la saveur, c'est-à-dire celui de la matière. Du côté macrophysique, on distingue deux composantes, la relativité générale et la cosmologie. Comme vous le savez, la relativité générale décrit la dynamique des systèmes dominés par la gravité et voit cette dernière comme une interaction entre le contenu matériel de l'univers et la géométrie de son contenant, l'espace-temps. C'est la théorie qui nous permet de décrire finement les orbites et les trajectoires des objets astrophysiques, mais également des phénomènes comme le mécanisme de marée, ainsi que d'autres plus exotiques, comme les lentilles gravitationnelles, les trous noirs et les ondes gravitationnelles. La cosmologie, c'est ce qu'on doit ajouter à cette théorie lorsqu'on veut décrire l'univers dans toute son étendue spatiale et temporelle. Lorsqu'on s'intéresse, par exemple, à sa forme ou courbure globale, aux conditions initiales comme la valeur de son contenu matériel total, mais également des mécanismes qui viennent aligner les prédictions de la relativité générale aux observations, comme celui de la matière noire, de l'énergie noire, ou le mécanisme d'inflation qui traite d'une période proche des premiers instants de l'univers. Côté microphysique, le secteur de jauge, c'est la partie du modèle standard qui définit les interactions hors gravitation et donc les mécanismes concrets par lesquels la matière se lie et se transforme. L'interaction forte fixe la cohésion des quarks et, par extension, l'existence des protons et des neutrons ainsi que l'énergie de liaison des noyaux qui gouvernent directement la fission, la fusion et la nucléosynthèse. L'interaction électromagnétique organise les électrons autour des noyaux et porte pratiquement toute la physique atomique et moléculaire, donc la chimie, et les propriétés électriques et optiques de la matière. Enfin, l'interaction faible autorise les changements d'identité des particules, pilote certaines désintégrations, avec des conséquences directes sur la production d'énergie dans les réactions nucléaires et sur l'abondance des éléments. Le secteur de Higgs décrit le mécanisme qui donne la masse aux particules élémentaires. Il donne la gradation entre deux extrêmes du monde microscopique, d'un côté ce qui reste sans masse et agit à longue portée, de l'autre ce qui devient massif et n'agit plus qu'à très courte portée. En fixant la masse des particules élémentaires, il impose aussi une hiérarchie d'échelles d'énergie, ou plutôt des rapports. La physique qui gouverne les noyaux n'est pas à la même échelle que celle qui gouverne les électrons dans les atomes, et cette séparation est ce qui permet d'avoir des noyaux compacts et, autour, des nuages électroniques beaucoup plus étendus. Indirectement, le secteur de Higgs fixe où se situent les portes d'entrée des réactions nucléaires, quelles transformations peuvent libérer de l'énergie, lesquelles en demandent, et dans quelles conditions les étoiles peuvent s'allumer et fabriquer des éléments. Enfin, le secteur de la saveur peut se comprendre comme un catalogue du contenu matériel de l'univers. Il dresse la liste des particules élémentaires qu'il organise en famille et décrit leur identité fine. Les paramètres qui, pour chacune, fixent sa place dans le catalogue et sa façon de se relier au mécanisme de Higgs, donc indirectement sa masse.
Ils fixent également les règles qui gouvernent leur transformation possible, rares ou interdites. C'est ce secteur qui gouverne la chimie des particules elles-mêmes, leur arbre généalogique de transformation, avec des conséquences sur l'histoire de l'univers primordial et sur quasiment tout le reste. Pour dénombrer les paramètres, les degrés de liberté dans cet ensemble théorique étendu, on a besoin de comprendre quoi compter, quoi ne pas compter, et pas mal de subtilités autour de la question. Je vous propose donc, dans un premier temps, de faire cet exercice sur un modèle jouet infiniment plus simple. Notre univers fictif est un plan infini à 2 dimensions, sur lequel se déplace à vitesse constante un simple disque. Régulièrement, ce disque émet une sorte de flash qui se traduit par l'apparition brève d'un autre disque en son centre. Dans cet univers, on va supposer qu'il existe à l'échelle macroscopique des scientifiques qui étudient la nature fondamentale de celui-ci. Bien sûr, ceci est complètement contradictoire avec ce qui a été dit précédemment. Notre univers se résumant à un seul disque clignotant, il n'y a pas vraiment d'échelle à laquelle quelque chose de plus complexe pourrait émerger. Mais c'est important pour l'expérience de pensée de considérer l'existence d'un point de vue interne à l'univers sur lui-même. Un autre point de vue qui peut être intéressant est celui du programmeur. Vous considérez que l'univers n'est en fait qu'une simulation codée par un certain programmeur. C'est parfois utile pour identifier certains paramètres libres. Dans un univers, il y a un contenu dont les paramètres peuvent changer au cours du temps, comme par exemple la position des corps célestes. Rigoureusement, on ne parle pas ici de paramètres, mais plutôt de variables dynamiques. Les paramètres, ce sont les constantes qui interviennent dans les lois qui gouvernent le changement de ces variables dynamiques, comme par exemple la constante de la gravitation qui intervient dans la loi de la gravitation, cette dernière induisant les changements de position. Dans la suite, pour illustrer certains concepts, j'utiliserai parfois comme exemple de paramètres ce qui ne sont en fait que des variables dynamiques, car il est plus facile de trouver ainsi des analogies simples dans notre univers jouet et dans certains exemples. Lorsqu'on identifie des degrés de liberté, des valeurs de réglage possibles, la question clé est de savoir si on peut changer certaines choses qui fondamentalement ne changent rien. Par exemple, si notre programmeur changeait la vitesse de simulation de son programme, l'univers simulé ne changerait pas. Les scientifiques qui feraient partie de cet univers n'auraient aucun moyen de se rendre compte d'un tel changement. On s'intéresse aussi aux symétries. Par exemple, peut-on changer la vitesse et les distances en faisant en sorte que le premier changement compense le second, que doubler la distance n'est pas vraiment d'effet si tout se déplace 2 fois plus vite. On se rend compte ainsi qu'il peut y avoir des degrés de liberté fantômes dans une théorie. Pour illustrer ceci, on va revenir à nos scientifiques qui vont tenter de mesurer les paramètres fondamentaux de leur univers. Supposons une certaine première liste de mesures, le rayon du disque externe, disons une certaine valeur en nanomètres, le rayon du disque interne qui flash l'heure des bips en nanomètres également. Pour les besoins de l'analogie, on va supposer que la vitesse du disque a un sens absolu et est mesurable dans notre univers jouet, donnant une troisième valeur en nanomètres par seconde, et enfin la fréquence de clignotement, un certain nombre par seconde. Ici, on pourrait se dire qu'on commence à répondre à la question, que notre univers a 4 paramètres et qu'on en connaît maintenant les valeurs. Mais il y a quelque chose ici qui devrait vous titiller, ce sont les unités. On sent que parler de paramètres fondamentaux d'un univers en nanomètres ou en secondes, c'est étrange. Comment des paramètres fondamentaux d'une théorie pourraient s'exprimer dans des unités basées sur des étalons de référence, eux-mêmes conséquences de la physique de l'univers et donc de la théorie qu'il a décrite. On sent qu'idéalement, on devrait faire disparaître ces unités. Ici se cache un type particulier de symétrie de description lié à l'échelle. Et pour ce type particulier de symétrie, on dispose d'un théorème, le théorème de Vachi-Buckingham ou théorème pi. Il formalise exactement ceci, que ce ne sont pas les valeurs avec unité qui importent, mais plutôt certains rapports entre valeurs. Il permet d'extraire de vraies constantes adimensionnelles, c'est-à-dire sans unité, lorsqu'on lui fournit la version avec unité. C'est une manière de formaliser proprement ce que fait un bon physicien lorsqu'il choisit des unités dites naturelles. Par exemple, dans notre cas, simplement déclarer que le rayon externe de notre disque vaut 1, que c'est lui qui servira d'unité. On utilise une propriété fondamentale comme référence. C'est dans ce qui reste et qui ne vaut pas 1, par exemple le rayon du disque interne, maintenant exprimé en proportion de l'autre, que réside l'information réelle. Dans notre cas, on trouve seulement 2 degrés de liberté réelle, le rapport entre le rayon du disque externe et celui du disque interne, et un paramètre qui lie la fréquence, la taille et la vitesse pour traduire combien de flashs notre disque fera dans le temps qu'il lui faut pour parcourir son propre diamètre. Les scientifiques internes à l'univers peuvent mesurer ces valeurs sans dimension, et donc il ne s'agit plus de degrés de liberté fantômes, mais de vraies différences structurelles. Pendant ce temps, nos scientifiques ont progressé.
L'un d'eux a suggéré une idée. Selon lui, la fréquence de flash est liée aux rayons externes et à la vitesse. Dans la tête de ce scientifique brillant, lorsque le disque se déplace, c'est comme si quelque chose de même diamètre que le disque roulait sur la toile de fond de l'univers, émettant son flash à chaque tour. Il découvre la relation, expérimentalement vérifiée, liant fréquence de clignotement aux rayons du disque. Ce qu'on illustre ici, c'est qu'une fois certains paramètres adimensionnels identifiés, même lorsqu'on a retiré les symétries de description, il peut rester des lois et des contraintes qui ne les rendent pas libres, qui réduisent le nombre de degrés de liberté de l'univers et donc le nombre de paramètres fondamentaux qui les décrit. Les symétries de description éliminent les degrés de liberté fantômes en constatant que plusieurs réglages distincts décrivent le même univers. Les contraintes, lois ou relations réduisent les degrés de liberté réels en imposant des valeurs à certains paramètres lorsqu'on en fixe d'autres. On passe alors d'un univers qui semble partiellement réglé par le hasard et la coïncidence à un univers dicté par une structure mathématique nécessaire. Et donc à la suite de la découverte de notre scientifique, il n'y a plus 2 paramètres fondamentaux dans son univers, mais seulement un. Si on fait le bilan de cette analogie univers-jouet, on a 3 phases. On est parti de nos 4 paramètres naïfs, avec unité. Les symétries de description, dont celles liées à l'échelle, ont fait passer ceci à 2 paramètres sans dimension, et la découverte d'une loi fondamentale, agissant comme une contrainte, a réduit ce nombre à uniquement 1. Lorsqu'on a identifié les paramètres d'une théorie, sans redondance d'unité, de contrainte ou de symétrie, on peut s'interroger sur la naturalité de ceux-ci. Ceci revient à regarder essentiellement 3 choses. Les 2 premières regardent à quel point ces paramètres sont proches de 1 et proches entre eux. Si vous avez par exemple une théorie avec 2 paramètres, l'un valant 10 puissance 38 et l'autre 10 puissance moins 213, on doit trouver cela choquant que ceux-ci soient individuellement si éloignés de l'unité et globalement aussi éloignés l'un de l'autre. Gardez bien en tête qu'ici on n'est pas en train de parler de paramètres qui seraient petits ou grands par rapport à une échelle. On a précisément justement éliminé tout biais d'échelle, il n'y a pas de référence, on regarde maintenant des paramètres sans dimension, des constantes fondamentales, et constater des valeurs aussi contingentes et éloignées doit nous faire nous interroger. Une autre question autour de la naturalité des paramètres est ce qu'on nomme le fine-tuning, lié à l'instabilité de certains paramètres. On constate que les valeurs qu'ils prennent sont singulières, dans le sens où des déviations infinitésimales de ces valeurs changeraient complètement la nature du réel, feraient totalement s'effondrer la réalité qui en résulte. Pour comprendre ce point, et comment un esprit scientifique aborde cette question, on va quitter le monde abstrait de notre univers jouet et s'intéresser à la Lune. La Lune est un objet céleste familier, et il est de notoriété publique que cet astre montre à la Terre toujours la même face. Mais avez-vous déjà remarqué à quel point ceci est étrangement singulier ? Lorsqu'un astre tourne autour d'un autre, il a de prime abord au moins 2 degrés de liberté, la période qu'il met à tourner sur lui-même, c'est-à-dire sa période de rotation, et la période qu'il met à tourner autour de l'astre, c'est-à-dire sa période de révolution. Pour montrer toujours la même face, ces 2 périodes doivent être finement réglées pour être égales l'une à l'autre. Devant un tel constat, il y a plusieurs postures. Celle du croyant qui va considérer qu'il y a forcément une entité supérieure qui a consciemment réglé ses paramètres à ses valeurs singulières, bien entendu le programmeur de la simulation dans laquelle il vit. La posture du rationnel optimiste qui va se dire qu'il ne s'agit que d'une pure coïncidence, et la posture du scientifique sceptique qui va refuser, au moins de prime abord, qu'il n'y ait pas de bonne raison et qui ne se satisfait pas de la raison invoquée par le croyant. Dans le cas de cet exemple de la Lune, on a maintenant la réponse. Lorsqu'un corps déformable orbite autour d'un autre, la gravitation et sa déformation vont peu à peu verrouiller sa période de rotation et sa période de révolution. Notez bien que dans ce mécanisme de verrouillage de la Lune, on n'ajoute aucune loi ni ingrédient pour expliquer cette singularité de réglage, seulement de la compréhension. On remarque qu'une conséquence émergente de la théorie de la gravitation déjà connue est ce phénomène de verrouillage. Et c'est de la même manière qu'un théoricien fondamental aborderait une question du fine-tuning d'une théorie du tout. Si un paramètre a une fenêtre extrêmement faible autour de laquelle ses conséquences sont de nature similaire, le réflexe initial doit être de chercher une explication, un mécanisme sous-jacent. S'il n'en trouve aucun, il existe une position philosophique rationnelle utilisable par défaut, le principe anthropique. Si l'existence même de l'observateur est conditionnée par certaines valeurs singulières des paramètres, il n'y a rien d'étonnant à ce que celui-ci constate ces réglages singuliers. Si ceux-ci n'étaient pas, il ne serait simplement pas là pour les constater.
Maintenant qu'on comprend mieux ce qu'est une théorie, une symétrie de description, un paramètre adimensionnel et certaines questions périphériques, on peut enfin aborder notre propre univers et le meilleur ensemble actuel de théories pour le décrire. Quels sont donc les paramètres de notre univers ? Dans le secteur de jauge, donc des forces, on trouve 4 paramètres. Les 3 constantes de couplage des interactions fortes, faibles, et de l'électromagnétisme, qui fixent l'intensité de chacune de ces forces fondamentales, ainsi qu'un paramètre d'angle de la chromodynamique quantique, θ-QCD, qui contrôlerait une violation potentielle de charge parité. Je vous renvoie vers l'épisode des symétries discrètes pour plus de détails. Rigoureusement, certaines de ces constantes n'en sont pas vraiment, ce sont des running parameters. Leur valeur dépend du niveau d'énergie auquel on observe l'interaction. Mais pourquoi donc mélanger une telle chose à de vraies constantes ? Eh bien d'abord pour des aspects pratiques, mais également parce qu'on connaît bien la forme de l'évolution de ces paramètres. Ce qu'il manque, c'est juste une valeur d'ancrage, et donc bien une seule valeur de référence. On verra un peu plus tard que l'aspect running de ces paramètres est un indice fort d'unification possible. Le secteur de Higgs, du mécanisme de masse, compte 2 autres paramètres. Le paramètre μ2 qui règle la brisure électrofaible, c'est-à-dire le fait que le Higgs prenne une valeur dans le vide, c'est cette valeur attendue dans le vide qui fixe l'échelle globale des masses. Et lambda, c'est le couplage du Higgs avec lui-même, donc la forme du potentiel, en quelque sorte la raideur du mécanisme. Le secteur de la saveur, lui, est déterminé par 4 matrices de Yukawa, 3 par 3, complexes, une pour les quark up, une pour les quark down, une pour les leptons chargés et une pour les neutrinos. Naïvement, chacune équivaut à 18 paramètres scalaires, ce qui donne donc 4 fois 18 égale 72 paramètres. Mais ce total est une illusion. Par des changements de base et des symétries internes, tout ce qui n'est pas physique s'élimine, et on peut ramener ça à seulement 20 ou 22 paramètres mesurables en fonction de choix théoriques techniques. Ces paramètres déterminent à la fois les masses des particules, mais également leur capacité à se transformer les unes en les autres. Côté gravitation, on retrouve nos 2 paramètres connus, la constante gravitationnelle, G, et la vitesse de la lumière, C. Mais comme on l'a expliqué, dans notre univers jouet, compter ces paramètres, c'est la version naïve avec unité et choix d'échelle. Lorsqu'on passe à la version réduite, où tout est exprimé sous forme adimensionnelle, il ne reste comme information physique qu'un seul paramètre, le rapport entre l'intensité de la force de gravitation et celle des autres forces, l'échelle à laquelle elle leur devient comparable. Et enfin viennent les paramètres de contenu et d'état initial du modèle cosmologique standard, la densité baryonique, donc la quantité de matière ordinaire, la densité de matière noire, donc la quantité de matière gravitationnelle invisible qui structure les galaxies et les grandes structures, un paramètre θ*, qui est essentiellement un paramètre de géométrie, l'échelle angulaire des structures caractéristiques du fond diffus cosmologique, donc un résumé de distance et d'expansion entre nous et l'univers primordial. Un paramètre tau, qui mesure à quel point l'univers a été rayonisé tardivement, et donc combien le fond diffus a rediffusé après coup, et enfin 2 paramètres, l'amplitude du spectre primordial et l'indice spectral, qui décrivent respectivement l'amplitude des fluctuations de densité dans l'univers primordial et la façon dont cette puissance se répartit entre grandes et petites échelles spatiales. Au total, après réduction de symétrie, on trouve 28 degrés de liberté, c'est-à-dire 28 paramètres dans le secteur micro, et 6 autres paramètres dans le secteur macro, pour un total de 34 paramètres scalaires libres dans notre paysage théorique, actuellement le plus consensuel pour décrire l'univers dans lequel on vit. Comme on l'a expliqué, on peut s'interroger maintenant sur la question de la naturalité de ces paramètres en y incluant les questions autour du fine-tuning. Et il y a plusieurs choses étonnantes qu'on peut mentionner. La première est le problème de la courbure. L'univers, c'est un contenant, l'espace, et un contenu en matière-énergie. Selon la relativité générale, les deux sont liés. L'espace dicte la trajectoire des objets, et la matière-énergie dicte la courbure de l'espace. On observe qu'aujourd'hui, la courbure globale est quasi nulle, et c'est un problème de naturalité. Ça veut dire que très tôt, la densité en matière-énergie devait être extrêmement proche de la densité critique, sinon la courbure aurait rapidement divergé, bien loin de la valeur quasi nulle observée en pratique. Un mécanisme proposé pour résoudre entre autres ce problème de naturalité, c'est l'inflation. Un problème similaire concerne l'énergie du vide.
D'après la physique quantique, le vide est habité de fluctuations et a donc une certaine densité d'énergie qui a tendance à accélérer l'expansion de l'univers. En pratique, la propriété du vide que l'on peut mesurer est la somme de deux termes, cette énergie quantique, qui joue le rôle d'accélérateur en contribuant positivement, et les conséquences de la constante lambda brute, le contre-terme gravitationnel de la relativité générale, qui joue le rôle de frein en contribuant négativement. On sait que la somme des deux est extrêmement faible. Le problème, c'est que le premier terme quantique est astronomique, de l'ordre de 10 puissance 120 en unité de Planck. Pour que la somme soit faible, il faut que la valeur de lambda brut, du frein, vienne annuler cette énorme contribution avec une précision donc de 120 chiffres après la virgule. C'est un exemple extrême de fine-tuning et qui semble là aussi suggérer qu'un principe à découvrir relie ces valeurs l'une à l'autre. Encore un problème similaire avec la masse du boson de Higgs. D'un point de vue théorique, on peut calculer cette masse via une somme de contributions. Le problème, c'est que l'amplitude de ces contributions est énorme, alors que là encore, la somme est extrêmement faible. Là aussi, ce qui est positif annule ce qui est négatif avec une précision frappante, suggérant encore une fois un principe d'unification encore inconnu. Enfin, une dernière remarque que l'on peut faire à propos de nos 34 paramètres, c'est que parmi les 28 du secteur de la microphysique, 24 sont liés aux masses et plus généralement à tout ce qui touche au Higgs et à la façon dont les particules interagissent avec lui. C'est comme un annuaire de constantes contingentes et indépendantes qui prend une part énorme dans l'ensemble des 34 paramètres libres de notre théorie actuelle. Et pour couronner le tout, ces paramètres posent de gros problèmes de naturalité, en se trouvant étalés sur de larges plages d'ordre de grandeur, le tout semblant demander une explication structurante plutôt qu'un simple hasard. Toutes ces remarques laissent supposer que beaucoup de principes unificateurs restent à découvrir, et ce que je vous propose maintenant, c'est de reprendre notre schéma à 34 paramètres et d'y ajouter les extensions théoriques les plus prometteuses visant à résoudre des problèmes de naturalité ou à réduire le nombre total de paramètres. Reprenons notre diagramme et tentons de voir comment on pourrait aller plus loin. Je vous ai parlé précédemment de l'aspect running des constantes de couplage du secteur de jauge, de leur évolution avec l'échelle énergétique, à une valeur d'ancrage près. Ce qu'on constate, c'est que ces trois courbes sont ancrées d'une manière à converger vers une même valeur à très haute énergie. C'est l'un des indices qui motive la grande unification. Elle postule qu'à des énergies extrêmes, les trois forces, forte, faible et électromagnétique, fusionnent en une seule superforce. Mathématiquement, cela signifie que les trois constantes de couplage que nous mesurons séparément ne sont que les manifestations d'une seule et même constante, nous faisant gagner d'un coup 2 degrés de liberté. Pour le paramètre θQCD, c'est la théorie Persequin qui tente d'améliorer les choses. Là où le modèle standard autorise une violation charge-parité arbitraire et où une valeur nulle semble anormalement singulière, ce nouveau mécanisme propose de le rendre dynamique. Ce qui était une constante libre devient une variable dont l'évolution vers la valeur particulière est la conséquence de cette dynamique. Tout comme dans notre exemple de la Lune où la gravité impose son verrouillage gravitationnel. Ceci résout un problème de naturalité, explique pourquoi notre valeur arbitraire θQCD est expérimentalement si proche de la valeur singulière de 0, on remplace une coïncidence par une explication. Mais cet ajout théorique ne réduit pas ici le nombre global de paramètres, car il introduit de nouveaux éléments. Comme on l'a souligné, le plus gros chantier est celui de la saveur avec sa liste de 22 paramètres. Pour réduire cette complexité, on explore de potentielles symétries. L'idée est de ne plus traiter les trois générations de matière, comme l'électron, le muon et le taux, comme des entités indépendantes, mais comme les composantes d'une même structure liées par une telle symétrie. Ce qui était une liste de 24 nombres arbitraires devient alors le résultat d'une dynamique unique, où seuls quelques paramètres fondamentaux suffisent à générer toute la hiérarchie des masses et les angles de mélange, éliminant ainsi jusqu'à une quinzaine de degrés de liberté selon le cadre théorique reconnu. Côté macro, les paramètres cosmologiques trouvent leur salut dans l'inflation. Au lieu de devoir régler à la main la densité de matière-énergie proche de la densité critique pour permettre un univers plat, ou régler à la main la répartition statistique des grumeaux primordiaux, on introduit un mécanisme d'expansion fulgurante. Ce seul processus explique à la fois la platitude de l'univers, par un effet d'étirement extrême, et également comment de minuscules fluctuations quantiques locales sont devenues les grandes zones de densité que l'on observe aujourd'hui. On remplace ainsi une poignée de réglages arbitraires par un mécanisme physique élégant qui impose des relations entre ces grandeurs.
C'est ici essentiellement une réparation de naturalité, sans réduire grandement le nombre de paramètres, car l'inflation introduit de nouveaux éléments. Je vous ai dit précédemment que la convergence des couplages des forces fondamentales vers une valeur unique était un indice d'unification. En pratique, dans le modèle standard strict, ces courbes se ratent de peu. C'est l'extension théorique de la supersymétrie qui vient corriger ces trajectoires. En introduisant de nouvelles particules, des partenaires supersymétriques, elle modifie la réponse du vide aux interactions, ce qui change subtilement la pente de l'évolution des forces. Sous ce cadre théorique, l'intersection des trois courbes devient alors exacte à très haute énergie et permet la grande unification dont on a parlé. Elle apporte également la réponse structurelle au problème de la masse du Higgs. Plutôt que de supposer une compensation miraculeuse entre la masse nue et les corrections quantiques, la supersymétrie change la donne. En liant les fermions, la matière, aux bosons, les forces, elle garantit que chaque contribution énergétique d'une particule est systématiquement neutralisée par celle de son partenaire miroir. On a des corrections quantiques individuellement énormes, mais très faibles au total, ce qui élimine ce besoin magique de compensation entre masse nue et correction quantique. Malheureusement, bien que la supersymétrie résolve ces problèmes de manière si cohérente, ces prédictions, les superpartenaires, restent pour l'instant invisibles dans nos accélérateurs. C'est ce qu'on appelle la crise de la naturalité. Ce silence expérimental nous oblige à nous demander si l'univers est réellement aussi naturel qu'on l'espérait, ou si un principe encore plus profond nous échappe. En résumé, si ces théories spéculatives se confirment, nous passerions d'un univers décrit par 34 constantes arbitraires à un univers dicté par seulement 5 à 10 paramètres fondamentaux, avec bien moins de problèmes de naturalité. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce qu'on a construit pour le moment est à la fois stupéfiant dans son étendue, mais pose également beaucoup de questions. Personnellement, lorsque je vois tout ceci, je pense qu'il y a encore beaucoup à comprendre sur l'univers et de sciences à découvrir. Un épisode assez long et fourni qui, j'espère, vous aura plu. La meilleure manière de soutenir ce travail long, qui ne plaît pas à l'algorithme YouTube, est de partager ce type d'épisode. Comme d'habitude, vous pouvez trouver Patience sur Twitter, Facebook, LinkedIn et éventuellement soutenir la chaîne sur Tipeee.